Alors, je vous propose de lancer le webinaire. Donc, je suis ravie aujourd'hui voilà, de animer cette conférence avec l'AMGS et Karine Guet, qui est donc assistante sociale, sur la question des dispositifs d'aide financière que les aidants familiaux peuvent solliciter. Alors, d'un point de vue, vous verrez, légal, et puis d'un point de vue qu'on va appeler extra-légal, c'est-à-dire auprès de différents organismes qui peuvent les aider en complément des dispositifs légaux. Pour débuter cette conférence, je vais simplement très rapidement revenir sur les règles du webinaire. Donc, comme vous avez pu le voir, vous, spectateurs, vous pouvez communiquer avec les intervenants via le module de discussion ou le module de questions-réponses. Le webinaire est enregistré, ainsi si certains de vos collègues n'étaient pas disponibles aujourd'hui pour participer au webinaire, ils pourront tout à fait le revoir une fois que le petit film du webinaire sera monté. Voilà, vous voyez, notre programme est en 3 points. Et puis, je vais laisser maintenant la parole à Laurent Azoulay, directeur général de l'AMGS, pour vous accueillir dans ce webinaire. Merci Aurélie, bonjour à toutes et à tous, merci effectivement de votre présence. Je commence par remercier, comme on dit souvent, la régie et puis l'organisation, puisque le webinaire est quand même un sujet très technique, puisqu'il faut paramétrer, il y a tout un cycle d'envoi et puis de cadrage, et même en séance, il faut effectivement canaliser les messages et puis bien suivre le fil directeur. Donc ça, c'est un premier point. Je remercie évidemment les intervenants internes ou externes, comme aujourd'hui, pour que derrière, effectivement, on soit dans le droit fil du dernier webinaire sur le sujet des aides aux aidants. C'était en février dernier, le 9 février, pour le ministère des Affaires sociales, où nous avons effectivement essayé de poser le décor sur la définition des aides aux aidants, enfin de l'aidant, pardon, notamment de l'aidant familial. Quelques chiffres qui avaient été évoqués, 8 millions de personnes qui pourraient être identifiées comme des aidants en France, 200 € par mois que pourrait coûter un aidant aujourd'hui. Donc, quelques chiffres qui avaient été donnés. Et à la fin, on avait évoqué effectivement l'offre MGS d'aide aux aidants, puis l'aide au répit. Donc, ces sujets avaient été posés rapidement, mais c'était important par rapport à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est dans la suite logique. Alors, je voulais dire 2-3 points avant de laisser le sujet, mais ça permet justement de bien amener les sujets 2 et 3 que vous voyez à l'écran. Le premier sujet, c'est effectivement les aidants, qui sont des personnes, les aidants familiaux, qui sont des personnes non professionnelles et non associatives, qui n'appartiennent pas à des associations. Ce sont des personnes qui viennent aider, effectivement, soit des personnes âgées, soit des personnes qui sont dans un handicap, en situation de handicap, dans la vie de tous les jours. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler pour que tout le monde puisse savoir, et on ne sait pas d'ailleurs, qu'on est dans son parcours de vie, on est parfois aidant sans le savoir. L'autre sujet, c'est que les aidants ont des devoirs. Un aidant doit s'assurer que la personne aidée n'est pas maltraitée. Ça, c'est aussi important de connaître ce sujet. Et aussi, il y a aussi des situations financières à bien surveiller, puisque là aussi, quand l'aidé a des difficultés financières, c'est souvent l'aidant qui va compenser j'ai envie de dire, les apports et les besoins de la personne qui est aidée. Alors, l'aidant a droit aussi à de la formation, on le verra tout à l'heure. L'aidant a droit aussi à des dédommagements, a droit au répit. Tout ça, vous le verrez dans le point, effectivement, je pense, 2. Catherine évoquera toute la partie liée un petit peu à la Covid, et puis ce qui va avec. Moi, ce que j'ai retenu quand même quelques chiffres pour finir sur les coûts cachés de l'accompagnement de votre personne qui sera aidée. On a quand même quelque part, j'ai regardé sur des sites, on a 42% d'aidants familiaux qui sont obligés de renoncer à leur opportunité de carrière. Donc ça, c'est important. Donc quelque part, ça joue sur l'entreprise. Ça joue sur la productivité aussi, puisque la personne aidant doit s'absenter, doit partir plus tôt. Ça joue sur la productivité. Alors, ce n'est pas pour aujourd'hui par les coûts, mais le sujet des aidants familiaux touche tout le monde. Et depuis
plusieurs dizaines, voire centaines d'années, on est dans une situation où, avec la montée de l'individualisme et de l'individualité, forcément, il y a eu un apport de l'État, et on le verra dans l'intervention de tout à l'heure. Donc, ce que je voulais dire, c'était que l'intérêt d'aujourd'hui, c'est d'apporter le maximum de choses concrètes sur les droits et les devoirs des personnes aidantes. Bien sûr, il y aura des échanges, et puis ensuite, on fera un bilan sur l'intervention d'aujourd'hui. Bonne discussion, et puis à tout de suite. Alors. Merci, donc je vais prendre la main, j'espère que vous m'entendez bien. Sinon, laissez un petit message, on est resté sur l'ordinateur de Laurent. Donc, simplement pour rajouter le fait que les échanges vont être enregistrés, donc on vous fera passer, on mettra à la disposition du ministère également le lien pour que les personnes… Je n'entends plus de mon côté. Excusez-moi, c'est moi, j'ai fait une mauvaise manipulation de son. Pardon. Donc, je reprends. Donc, c'est enregistré. On vous enverra à la fois le PowerPoint et on vous enverra également le lien et les fiches qu'on avait réalisées pour l'année dernière. Pour le précédent webinaire vont être mises à jour. C'est les fiches très opérationnelles qui seront un peu explicitées par Karen et qui consistent à avoir les bons sites Internet et les bons contacts pour pouvoir ensuite faire des demandes d'aide. Voilà, donc moi je rappelle juste que le nombre d'aidants, de proches aidants en France, c'est 8,3 millions de personnes. Donc, ce n'est pas un sujet du tout isolé. On a souvent dans des collègues des personnes qui sont aidantes et pour lesquelles on ne le sait pas. Donc, c'est vraiment un phénomène majeur au niveau de la société française. On a pris connaissance d'une enquête qui a été faite par le collectif interassociatif des aidants familiaux et qui nous a permis d'appuyer certaines statistiques pour introduire ce webinaire. Il y a eu 2 enquêtes qui ont été faites. Une première qui a été faite à l'issue du premier confinement et puis donc en 2020, entre le 24 avril et le 25 mai 2020. Et une seconde enquête qui a été faite à l'issue du second confinement à la fin du mois de novembre. Bon, les résultats sont sensiblement les mêmes. Après, on s'amuse entre guillemets à faire des profils d'aidants pour voir si les difficultés sont les mêmes, si on est une personne qui habite toute seule ou si on est une personne en famille, si on est nouvellement aidant, si c'est un aidant, personne handicapée, etc. Mais globalement, il y a des grandes tendances qui restent majeures et qui restent confirmées malheureusement avec… à l'issue du deuxième confinement, la période, en fait, on va dire de relâche, déjà, elle était compliquée parce qu'on ne savait pas exactement quand y allait-il avoir un nouveau confinement. Et puis, la période a été quand même relativement courte pour les familles et les aidants pour se réorganiser. Donc, la fatigue n'est pas retombée, en fait. Il y a plus eu un état de tension qui est resté un peu sur la crête. Et le moment n'a pas été suffisant pour aller chercher non plus des aides financières. Il y a énormément de découragement dû au reste à charge qui, malgré les aides, reste important. Et puis surtout, en France, le méandre administratif fait que les personnes aidantes ont souvent se découragent au fur et à mesure des semaines qui passent. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce webinaire en le voulant le plus pragmatique possible. Et je vous encourage également comme l'a dit Laurent, à solliciter, pour si vous êtes adhérent à MGS, notre assistant IMA, puisque dans les aides d'accompagnement, il y a un pack au répit. C'est la chose qui est la plus demandée, c'est-à-dire pouvoir de temps en temps se reposer sur une personne pour pouvoir aller s'occuper un peu de soi à l'extérieur ou reprendre la possibilité de s'occuper de son conjoint ou de ses autres enfants s'il y a une personne handicapée dans le giron familial. Donc, les changements principaux, la moitié des aidants réalisaient des actes faits habituellement par des professionnels qui n'étaient plus disponibles. Ce sont des actes corporels d'hygiène, élimination des urines, des selles, la toilette ou encore des soins de rééducation. Mais ce qui a vraiment changé, c'est l'intensification de la durée sur les tâches liées à la surveillance, l'aide à la stimulation cérébrale et psychomoteur, par des activités et enfin le soutien moral. On sait que ça, évidemment, quand on commence à se lancer là-dessus, une toilette, c'est une deadline, on la commence, il y a une difficulté d'approche quand c'est un proche, ça prend du temps, ça peut être fatigant, pénible, etc., psychologiquement usant. Mais par contre, quand on commence à arriver sur des activités de stimulation, le problème, c'est qu'on peut y passer énormément de temps et ça vient forcément perturber notre vie quotidienne et en tous les cas, lui laisser moins de place. Donc voilà les 3 axes.
Ensuite, cette aide accrue, du coup, auprès de nos proches, elle a eu un impact sur le quotidien des aidants. Donc, avant, ils étaient épaulés par des professionnels de santé ou par d'autres membres de la famille. Et même au sein des familles, il y a souvent eu un repli pour des causes diverses, hein, le télétravail, etc. Et donc, souvent, les aidants se sont retrouvés beaucoup plus seuls, alors qu'avant, c'était déjà une situation compliquée, mais ils étaient un peu plus épaulés. Et puis, il y avait eu aussi le stress lié au virus avec la crainte de l'attraper. Donc, des nouvelles formes d'aide aux aidants à distance avec un caractère un peu chronophage, des appels téléphoniques en plein moment de travail, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et l'aidant a eu du mal à finalement préserver ce qui lui restait un peu de vie personnelle. Alors, quelques points positifs quand même, hein. Les points positifs, quand on se resserre au niveau familial, forcément, il y a eu des moments privilégiés et des moments de complicité dans les couples, puisque dans les couples, s'il y a une des personnes aidantes ou dans les familles, parce que le rôle qui était tenu auparavant par quelqu'un d'extérieur est devenu pris en charge par l'aidant. Donc, il y a des personnes qui en ont tiré une certaine satisfaction et une notion d'utilité qui était importante psychologiquement. Après, plus les personnes elles ont été dans une atmosphère où elles travaillaient par ailleurs, et plus ça a été compliqué, et plus les effets pervers de l'aide ont été grands. Donc, la difficulté à concilier les aspects de la vie personnelle, notamment sur les actifs, et puis des questions sur est-ce que je ne ferais pas mieux d'arrêter mon activité professionnelle, de mettre ma vie entre parenthèses. Mais derrière, même si on est prêt psychologiquement à faire ça, il y a les freins financiers, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, 200 € en moyenne pour un Français aidant, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il y a des gens où c'est beaucoup plus que 200, parce qu'il y a des gens pour lesquels ça ne va pas coûter. Donc, il y a des vrais choix où, en fait, il y a au final un non-choix. Le risque est trop élevé à laisser tomber son travail et à se mettre entre parenthèses, et donc un tiraillement quotidien. Donc, la notion d'épuisement, on l'a déjà vu, hein, elle est forte. Et puis, la notion de découragement par rapport aux aides également, elle est très forte. Donc, voilà pour ce triste constat. Donc, je vais laisser la place à Karen qui va dérouler les aides en espérant franchement que ça puisse vous être d'une utilité. C'est en tous les cas ce qu'on a voulu faire via ce petit webinaire, modestement. Oui, alors dans cette deuxième partie, hein, merci Catherine pour cet état des lieux de la situation actuelle, hein, puisque les chiffres datent de 2020, mais la situation entre novembre 2020 et aujourd'hui, certes, elle s'améliore, mais elle reste encore très compliquée. L'idée aujourd'hui, avec l'intervention de Karine Guet, est bien de vous présenter d'abord les aides légales, c'est-à-dire les aides auxquelles vous pouvez prétendre par rapport à la situation, qui, vous allez voir, sont de différents ordres. Et puis, ce qu'on va appeler, dans une troisième partie, les aides dites extra-légales, c'est-à-dire les aides que vous allez devoir solliciter auprès de différents organismes. Alors, Karen, je vous propose de mettre le son pour qu'on puisse entendre votre voix. Et rapidement, d'abord, en termes d'aide légale, vers qui on se tourne quand on est un aidant et que on est dans une situation, alors soit qui commence, soit qui continue et qui, au contraire, disons, ne s'améliore pas, et donc il faut faire appel à des nouvelles aides pour limiter son travail, pour être mieux accompagné. Comment ça se passe d'abord du côté des aides légales ? Alors, tout d'abord, c'est vrai que pour reprendre un petit peu ce que disait Catherine, il va être difficile de lister précisément dans le méandre administratif actuel, en effet, les aides existantes, parce qu'on est sur un sujet qui est bougeant, qui est complexe, qui, en fonction des territoires, peut évoluer. Donc voilà, l'objectif, c'est surtout de comprendre en effet qu'il y a déjà des aspects légaux, c'est-à-dire que le gouvernement, le législateur, a mis en place des dispositifs officiels pour soutenir les aidants ou les personnes aidées. Donc, dans les aides légales, en effet, il va y avoir deux grands types d'aides. On va être sur soit de l'aide financière, donc de la compensation de perte de salaire, des aides financières pour installer du matériel, pour faciliter le quotidien de l'aidant et de l'aidé. Donc, mais il va y avoir aussi d'autres dispositifs qui ne sont pas matériels, qui sont moins directement matériels,
tels que, par exemple, la prise en charge des cotisations vieillesse pour un aidant familial. Donc, on va revenir sur l'aspect plutôt financier. On a des indemnisations qui sont possibles. Vous devez vous libérer, en effet, prendre du temps pour aider un proche de votre entourage. Vous pouvez, en effet, éventuellement avoir une rémunération pour ce temps passé auprès de la personne aidée via soit la MDPH si on est sur une personne profil handicapé, soit l'APA si on est sur un aidant retraité. Donc, les premiers organismes à solliciter, si c'est le cas, si vous devez en effet prendre du temps et que vous êtes régulièrement, toutes les semaines ou tous les jours ou un certain nombre d'heures dans le mois, subvenir aux besoins de par votre présence, solliciter ces deux organismes-là. Le principe étant, par exemple, d'avoir en effet un statut de salarié, d'aidant salarié. Donc, on est principalement, les deux dispositifs principaux, ça va être, en termes de rémunération, ça sera ceci. D'accord ? Après, on est plus sur des aides indirectes, où on va plus soit avoir des prises en charge ponctuelles financières pour des temps d'absence, pour des temps, mais qui vont plus être limités dans le temps. On n'est pas sur un contrat de travail, on n'est pas sur une durée, sur du plus long terme. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, Catherine l'a évoqué, il y a l'aide au répit, mais on a d'autres congés qui peuvent être pris, donc ce sont des autorisations d'absence de votre travail, et qui peuvent être en plus potentiellement indemnisés, sous condition. Ces congés sont principalement en effet l'aide au répit, le congé de présence parentale pour un enfant qui est malade. On va avoir le congé de solidarité familiale pour un parent qui est en fin de vie ou en phase terminale, et le congé proche aidant, dont on a beaucoup plus parlé ces derniers mois. Donc, chacun de ces dispositifs a un cadre particulier. Alors, je pense qu'aujourd'hui, Aurélie, vous direz, mais c'est trop long et trop complexe pour rentrer dans les détails. Ce qui est important de savoir, c'est que ça existe, que c'est officiel, que c'est légiféré et que les organismes les plus à même de vous renseigner et de vous aider à les solliciter seront en effet la CAF, la MDPH, l'APA. L'APA, c'est le service du Conseil général, aide personnalisée à l'autonomie. Ça, on va être là principalement sur tout ce qui est plutôt officiel. Après, dans l'officiel, parfois, si on n'est pas sur un besoin, si vous ne rentrez pas, par exemple, dans ces différentes catégories et dans les personnes éligibles à ces dispositifs-là, il existe aussi des aides pour les aidants, des aides légales pour les aidants. On va, par exemple, également au niveau de la MDPH ou de l'APA, en fonction du profil de la personne, de ses besoins, on va mettre en place un plan personnalisé et on va pouvoir apporter un soutien financier pour financer la mise en place des dispositifs nécessaires. Prenons l'exemple d'une personne âgée qui a besoin d'aide à domicile. Vous travaillez, vous ne pouvez pas vous libérer pour X raisons. Voilà, vous ne souhaitez pas être l'aidant qui va aider la personne au quotidien. Il peut y avoir une mise en place d'aide ménagère avec une prise en charge par l'APA. D'accord ? Donc, on est bien encore là sur deux cas différents, les aides aux aidants, mais aussi, si vous ne pouvez pas être aidé directement aussi, ça ne correspond pas à votre profil, vous pouvez, en tant qu'aidant, solliciter les dispositifs pour la personne aidée. Est-ce que je suis claire ? Oui. Ouais. Donc, voilà, là, on est vraiment principalement sur ces organismes-là. Il faut les contacter. Il est vrai, hier encore, j'étais en rendez-vous avec une personne qui est confrontée à cette situation, entre un parent au domicile avec en sortie d'hospitalisation un autre parent qui est encore hospitalisé. Il est vrai que ça peut sembler compliqué, voire c'est compliqué de savoir à qui s'adresser et surtout de façon, j'ai envie de dire, de façon constructive et concentrée. La problématique, elle est là. C'est qu'en effet, actuellement, il y a une réelle volonté d'apporter des solutions, de soutenir les proches aidants.
Mais pour autant, en termes d'accessibilité, de clarté des informations, ce n'est pas toujours très, très simple. Donc, quoi qu'il en soit, personnes âgées, APA, Conseil général, personnes handicapées, MDPH, pour tout ce qui est dispositif lié au handicap. Et si on n'est plus sur des enfants, on va plus être sur des organismes comme la CAF. D'accord ? Pour les spectateurs, je vous mets dans le module de chat des liens vers différents sites internet qui peuvent vous renseigner de manière plus précise sur les différentes aides et particulièrement pour le secteur public, les congés dans la fonction publique, et vous trouverez dans la rubrique congés de la fonction publique les congés pour maladie, handicap ou dépendance d'un membre de la famille. Voilà. Donc ça vous donnera les textes, ça vous donnera également les contacts et les organismes vers lesquels vous renseigner pour pouvoir mettre en place tous ces congés ou ces aides complémentaires dont vous pourriez avoir besoin. Donc voilà, là, on a quelques exemples de prestations qui existent et qui sont légales, qui sont bel et bien légiférées de façon claire et nette avec un objectif, avec un process de demande, avec des conditions de durée, des conditions d'accessibilité, etc. Donc l'APA, on le disait, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie, donc qui peut elle-même comprendre plusieurs types d'aides, on le disait, le financement d'une personne qui va travailler au domicile de la personne aidée, la mise en place de matériel, l'aménagement, la location d'un lit médicalisé. Voilà, on est là encore soit sur des aides financières, soit sur des aides matérielles. L'allocation supplémentaire d'invalidité, c'est un peu le même. Là, on est plus sur une majoration de l'allocation d'invalidité pour une personne qui a besoin d'une tierce personne chez elle. Donc, cette majoration va lui permettre de rémunérer ou de faire face aux frais liés à sa problématique santé. L'aide sociale à l'hébergement, là encore, c'est une prise en charge sous conditions de ressources dans un cadre précis pour aider à financer un hébergement spécialisé, maison de retraite, maison de convalescence, etc. L'AAH, l'allocation adulte handicapé, a bel et bien pour but, elle, en priorité, de compenser l'absence de ressources liées au handicap, une personne qui ne peut pas travailler, qui du coup n'a pas de salaire. Voilà, l'AAH prévoit un minimum de ressources pour ces personnes. La majoration, je ne sais plus, j'ai un petit doute là, je l'ai vu, je cherche à voir, majoration pour la vie autonome, oui, c'est la même chose, c'est une majoration alors, c'est au niveau de la MDPH, vous pouvez avoir une allocation également pour, c'est une majoration de l'AAH ou de l'AEEH. L'AEEH, c'est la même chose que l'AAH, mais quand on a des enfants handicapés. Et donc, la MVA, c'est une majoration de ces allocations, là encore, pour faire face aux autres conséquences, aux frais qu'implique la problématique santé ou handicap. L'ALD, c'est au niveau de la CARSAT. L'ALD, affection longue durée, c'est une reconnaissance de la pathologie dans son impact aussi sur le coût et le nombre de soins. C'est une prise en charge automatique de soins coûteux qui sont liés à la pathologie. D'accord ? Et puis, du coup, on le disait, donc toutes les aides autres matérielles, comme l'aide ménagère, la fourniture l'équipement de petites fournitures spécifiques, compléments alimentaires, équipements pour pouvoir maintenir la personne à son domicile, etc. Alors, là, on est sur du légal. Là, on est sur de l'aide légale et déjà, moi, ma première réaction, c'est je suis un peu perdue. Voilà, je pense que c'est une réaction normale. Complètement. Donc, je me dis, toute personne qui se retrouve face à ce type de situation, la première chose qu'elle doit faire, c'est prendre contact avec la MDPH, avec la MDA. Auprès de qui, si elle est démunie, auprès de qui elle se retourne, vers qui elle va voir, l'assistante sociale, comment elle fait face à toutes ces informations, pas forcément simples d'ailleurs,
à maîtriser ou à faire vivre entre elles. Complètement. Non, non, c'est vraiment très, très compliqué. Et en plus, d'un département à l'autre, on le verra, là, je vous dis, l'accès à l'information et au service n'est pas simple. Et actuellement, c'est très accentué par le numérique, la refonte constante des sites Internet, de la MDA, du Conseil général, de la MDPH. Donc, il est évident qu'en ce moment, c'est particulièrement compliqué, même pour nous, professionnels du social, on y perd un peu notre latin parfois. En termes d'orientation, je le disais tout à l'heure, si déjà on est sur une personne de moins de 60 ans, on est plus sur du handicap. D'office, ça va être la MDPH. Si on a une personne de moins de 60 ans qui n'est pas retraitée, on va plus aller vers la MDPH, ou MDA aujourd'hui. Mais là encore, d'un département à l'autre, les MDPH sont toujours présentes et sont différenciées des MDA qui vont plus gérer que la partie personne âgée. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué actuellement. Donc ça, c'est une démarche que l'on peut faire si on est, par exemple, parent d'un enfant handicapé, si on est frère ou sœur d'un enfant handicapé. Toute personne aidante. Un adulte handicapé. Toute personne aidante, comme il a été dit en introduction tout à l'heure, toute personne qui intervient régulièrement auprès d'un proche, même un voisin, j'ai envie de vous dire, est légitime pour se renseigner ou pour signaler une situation préoccupante, clairement. Si on est sur un voisin qui se considère non légitime, en effet, pour, par exemple, se faire reconnaître proche aidant ou demander un congé proche aidant, il peut tout de même se rendre auprès de cet organisme pour signaler la situation et justement évoquer avec une assistante sociale les dispositifs, ce qui peut être mis en place, déclencher une enquête, un rendez-vous pour pouvoir approfondir la situation et comprendre ce qu'il en est en termes de besoins, mais aussi en termes de ressources, d'autres possibilités, d'autres acteurs qui puissent accompagner la personne. D'accord. Donc, on peut trouver sur le terrain des relais qui peuvent avoir une vision plus globale de la situation de l'aidé et de l'aidant et pour accompagner dans les différents organismes et faire les différentes demandes. Tout à fait. Donc, la MDPH pour tout ce qui est lié au handicap. Là encore, soit des aides humaines, donc financement d'une personne qui va aider à la maison, soit sur des aides matérielles. Pour faire simple, on est là-dessus. D'accord ? Ou alors, là encore, on le dit tout à l'heure, la MDA ou la MDPH pour la partie handicap. Si vous êtes un aidant familial et que vous arrêtez de travailler et que vous vous occupez constamment de cette personne, vous pouvez avoir une prise en charge de vos cotisations vieillesse, ce qui fait que vos trimestres pour la retraite, par exemple, ne sont pas perdus, entre guillemets. D'accord ? Si on est sur une personne retraitée, plus de 60 ans, personne vieillissante, là, on va être sur l'APA, l'aide personnelle d'autonomie. D'accord ? Et là, c'est le même principe, sauf qu'on est sur deux profils différents et des financements différents. Mais on est sur le même principe, c'est qu'il y a une personne qui a un profil de santé qui impacte sa dépendance ou son autonomie et qui augmente sa dépendance. Et du coup, l'objectif, c'est d'aller faire une évaluation de ce dont a besoin cette personne et qu'est-ce qui peut être mis en place pour l'aider. Là encore, soit des aides humaines, soit des aides matérielles. Principalement ça, soit l'aide à l'aidant via des autorisations d'absence, des congés, une rémunération pendant l'absence, une prise en charge du salaire, des choses comme ça. OK ? Alors, Karen, j'ai déjà quelques petites questions. Allez-y, c'est plus facile le concret pour le coup. Alors, un frère peut-il faire partie d'une demande d'aide ou seulement les parents ? Donc, j'imagine que c'est un frère qui demande l'aide pour une personne. Ouais, un frère peut demander l'aide pour son frère ou sa sœur, tout à fait, ou pour ses parents, pour tout le monde. Ascendants, descendants, collatéraux, tout le monde. Alors, pareil, il y a quelqu'un qui demande, alors j'imagine que c'est pour les aides, alors, plutôt donc pour une personne handicapée de moins de 60 ans. Est-ce que les parents peuvent faire la demande au nom de… Alors, on parle d'un enfant, mais j'imagine que c'est plutôt un jeune adulte. Est-ce que les parents peuvent faire la demande au nom du jeune adulte, des demandes d'aide au nom du jeune adulte ? Alors, tout va dépendre de la pathologie et du profil. Soit on est sur une personne, un jeune adulte qui est handicapé et qui est vraiment en perte totale de capacité de prendre en charge les décisions de son quotidien, de sa vie, etc., on risquerait plus quand même d'aller vers une procédure de tutelle ou de curatelle, c'est-à-dire
avoir une autorisation officielle d'un juge pour pouvoir faire des démarches et signer des papiers à la place d'eux. D'accord? Si par contre, les parents sont juste dans un accompagnement et veulent aider leur enfant à mettre en place les démarches, même s'ils en font une grande majorité, c'est-à-dire même si eux remplissent le document, même si eux prennent le rendez-vous avec l'assistante sociale qui va venir au domicile pour étudier les besoins, etc. Si la personne malade est en capacité de signer, ils peuvent aussi, on est juste dans de l'accompagnement. D'accord. Mais ça reste à apprécier. Mais ils ne peuvent pas décider à la place d'un majeur. Officiellement, non. À partir du moment où il commence à y avoir trop de décisions faites à la place d'eux, et surtout quand ça va s'inscrire dans le temps, on va plutôt conseiller d'aller vers une démarche de tutelle ou de curatelle. D'accord. Quel type de demande peut-on faire à un CCAS? Le CCAS va plutôt intervenir sur tout ce qui va être les dispositifs de soutien aux aidants. Dispositifs de soutien aux aidants, ça va être soulager les aidants en mettant en place un portage de repas, en mettant en place de l'aide à domicile, en mettant en place la fourniture de la téléassistance. Voilà. En fonction des CCAS, en fait, ils ont leur propre réseau et leur propre partenariat avec différents dispositifs pour assurer le maintien des personnes âgées à leur domicile dans des conditions sécurisées. D'accord. Nous avons une remarque qui dit « Vous évoquez les aidants de personnes handicapées ou de personnes âgées. Qu'en est-il pour un aidant de personnes très malades ?» Alors, on le disait tout à l'heure, les personnes très malades, les deux peuvent être liés. Hein. Une pathologie, une personne très malade peut être reconnue handicap. Oui. D'accord. Et du coup, on va être sur deux types de dispositifs. Donc, à partir du moment où c'est en lien avec le handicap, on pourra solliciter potentiellement les différents dispositifs qu'on a cités plus haut, type aide financière pour financer les besoins de la personne malade, que ce soit une aide à domicile, que ce soit un taxi, que ce soit un matériel plus précis. Et à côté, il va y avoir d'autres dispositifs spécifiques personnes malades, tels que le congé de solidarité familiale pour des parents d'enfants malades, par exemple. Hein, vous pouvez prendre un certain nombre de jours d'absence de votre travail pour vous occuper de la personne malade, en plusieurs étapes ou en une seule fois. C'est limité, je crois, à 310 jours. Enfin, il y a quand même des conditions. Et potentiellement, ça aussi, ce congé peut être indemnisé par la CAF. Donc ça, c'est un dispositif. Et puis l'autre dispositif qu'on évoquait tout à l'heure, c'est, je relis mes notes, je recherche le nom, le congé de fin de vie, je cherche la possibilité de s'absenter. Solidarité familiale. Solidarité familiale, oui, c'est ça. Congé de solidarité familiale, oui. Pour une personne dont le pronostic vital est en jeu. Là encore, il y a une possibilité de s'absenter et éventuellement d'avoir une allocation qui compense un petit peu la perte de revenus. D'accord. D'accord. Mais par rapport à une maladie, du coup, si on est dans un premier temps sur quelqu'un de malade, mais que la maladie s'installe dans le temps, que la pathologie impacte le quotidien, on va forcément inciter les gens à aller vers la MDPH et voir si cette pathologie peut être reconnue handicap. Il faut revenir sur la définition du handicap. Hein. La notion du handicap, c'est bel et bien à partir du moment où vous avez une problématique santé, que ce soit une maladie, que ce soit un accident qui a créé des séquelles. À partir du moment où cet événement ou cette pathologie a un impact récurrent dans votre vie, que ce soit au travail, à la maison, dans votre vie sociale, dans votre vie. Ah, Karen, malheureusement. Alors, j'espère que Karen va revenir. Voilà. À partir du moment où est-ce que vous nous entendez, Karen? Il y a eu un petit souci de réseau. Ça peut être reconnu handicap. Oui, 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 tout à fait. On vous a perdu. Est-ce qu'on vous retrouve? Peut-être, Aurélie, donner quelques chiffres le temps que Karen se reconnecte. Ah, ok. C'est bon là? Ouais, Oui, voilà.
Bon, vous avez perdu et la revoilà. Bon. C'est bon. J'ai d'autres questions, hein. Il y a beaucoup de questions, donc je continue. Ma mère étant aidant familial auprès de sa propre mère, qui perçoit l'APA, peut-elle avoir d'autres aides, notamment pour des périodes de répit? A priori, oui. Oui, du coup, oui. Pour le coup, Et le fameux congé. voilà. Il y a le fameux congé proche aidant, oui, tout à fait. Mais par rapport au fait que la personne aidée soit bénéficiaire de l'APA, en effet, elle peut bénéficier de l'aide au répit. Le congé proche aidant, en fait, il n'y a aucune condition liée à la personne aidée. Il n'y a aucune condition de reconnaissance handicap, de prise en charge via l'APA, ni quoi que ce soit. C'est vous aider quelqu'un au quotidien à partir du moment où vous pouvez justifier, argumenter les besoins de la personne et que vous avez envie, vous, d'être présente pour l'aider, vous pouvez le prendre. Il n'y a pas de conditions spécifiques. Par contre, l'aide au répit, si. L'aide au répit, elle est vraiment pour une personne qui soutient quelqu'un qui est bénéficiaire de l'APA. Oui, alors les conditions pour le congé proche aidant, c'est si on veut toucher la petite allocation. C'est l'allocation. L'allocation, il faut que la personne soit, que je ne dise pas de bêtises, mais il y a le GIR 1, GIR 2, GIR 3. Donc, il faut quand même qu'il y ait vraiment une perte d'autonomie reconnue. Oui. Et puis, les montants sont assez minimes quand même. Voilà. Alors, lorsque l'on est fonctionnaire, comment obtenir un congé proche aidant? Est-ce la même chose que l'aide au répit à laquelle vous avez fait allusion? Alors non, c'est, comme vous le diriez, deux choses un peu différentes. Ouais, alors là, je vous avoue que la partie fonction publique, je la maîtrise un petit peu moins bien. Donc, ça ferait ce genre de questions, si vous le voulez, je peux me renseigner et vous apporter la réponse en parallèle, enfin, après la visioconférence, parce que je ne maîtrise pas parfaitement et je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Alors moi, Il existe des dispositifs, c'est certain, mais je ne les connais pas bien. Du coup, je conseille à la personne d'aller sur le lien que je vous ai transmis là dans le fil de discussion, puisque dans la liste des congés, vous avez le congé proche aidant. Et il est spécifique, la page que je vous ai mise est spécifique pour la fonction publique. Vous pouvez regarder déjà des premiers points de renseignement sur cette page. J'ai une autre question qui dit, est-ce que aider une personne âgée de plus de 75 ans qui ne parle pas la langue française, l'aidant peut bénéficier de ces dispositifs? Pareil, il n'y a pas de condition de nationalité. Donc oui, en principe. Après, il faut rentrer en détail sur le besoin et de quoi la personne aidante souhaite à quoi elle souhaite faire appel. Mais oui, a priori, personne âgée, il n'y a pas de condition d'âge, il n'y a pas de condition de nationalité ou de langue parlée. Donc oui. Est-ce que donc c'est aussi valable pour les maladies chroniques qui ne sont pas considérées comme du handicap? On l'a un peu évoqué avec les... Si, des maladies chroniques peuvent être reconnues handicap. Hein. D'accord. Ouais. Et après, on est sur du congé de proche aidant. Si en effet la maladie chronique entraîne de façon très irrégulière des besoins, mais tout de même concentrés en période de crise, je pense que la personne peut également se faire reconnaître proche aidant et solliciter le congé proche aidant. Après, on ne va pas être dans des dispositifs à part, en effet, on ne va pas être dans le congé de présence parentale, quoique, ça dépend. Si ça concerne un enfant qui a une maladie chronique avec des crises régulières ou surtout des besoins d'examen, de déplacement, des fois on a le cas par exemple de personnes qui doivent se déplacer tous les 3 mois à Paris pendant 2 ou 3 jours pour subir des examens. Voilà, là, les parents peuvent peut-être bénéficier du congé de présence parentale. D'accord. J'en parlais du handicap tout à l'heure. Le handicap, c'est que la MDPH qui va juger ou pas du caractère handicap de la pathologie. Le congé de présence parentale, c'est pareil. Ce ne sont que les médecins qui vont être en capacité de juger si oui ou non la pathologie relève de tel ou tel dispositif. Très bien. Donc, il faut poser la question dans tous les cas.
J'ai une question, enfin c'est plutôt une question, une remarque. J'ai dû me rendre à 800 km de chez moi pour m'occuper de ma mère hospitalisée dont le pronostic vital étant engagé. Mon employeur m'a demandé de prendre des congés annuels. Ai-je droit à d'autres congés? Et ben, on le disait tout à l'heure, hein, le congé de Solidarité familiale? solidarité familiale, ouais, mais c'est vrai qu'il y a la condition de phase terminale ou de fin de vie, et c'est tout. Après, à voir au niveau des conventions collectives, parfois vous avez des conventions collectives qui peuvent proposer des congés supplémentaires. C'est plus rare pour des parents âgés, mais à vérifier. À vérifier. Petite parenthèse, ce type par contre, enfin, c'est un détail, mais j'entends parler de 800 km et de petites dépenses. Il faut également penser, pourquoi pas, à l'aspect déduction d'impôts des frais engagés en tant qu'ascendant qui aide un parent âgé. D'accord. Peut-on cumuler plusieurs congés de proches aidants à différents moments de la vie? Congé de proche aidant à différents, oui. Oui. Le principe du congé proche aidant, c'est une autorisation d'absence. Donc, vous pouvez demander à vous absenter si on est sur une pathologie ou si tout simplement on est sur 2 parents âgés ou 4, hein, quand c'est les beaux-parents. Oui, on peut être amené à solliciter plusieurs fois le congé proche aidant. Là où ça va plus être problématique, c'est l'aspect rémunération avec les conditions de GIR, comme on disait tout à l'heure, et des montants qui ne compensent en général pas un salaire. D'accord. J'ai quelqu'un qui souhaite revenir sur la notion de période de répit. Est-ce que c'est également valable pour une personne retraitée, mais déclarée aidant familial et qui perçoit une rémunération par ce biais avec des chèques emploi-service? Alors, la question, c'est est-ce qu'une personne qui elle-même est rémunérée, donc du coup a une prise en charge, enfin, est rémunérée comme aidant, c'est ça? Comme aidant familial, une personne retraitée qui est rémunérée comme aidant familial, Ouais, avec des chèques emploi-service. ouais. Donc, la personne aidée à la part, et c'est une personne en GIR 2, en présence permanente. Est-ce que cette personne-là, qui est rémunérée, peut avoir aussi droit à du répit? Ou alors là, est-ce qu'on est trop dans un niveau de détail et il faudrait peut-être faire plus de recherches pour pouvoir répondre? Non, il peut avoir l'aide au répit parce que le but, c'est justement, c'est de le soulager, de le dégager un certain temps. Donc, le fait qu'il soit rémunéré comme aidant familial n'exclut pas son besoin à un moment ou à un autre de souffler et d'avoir une prise en charge de ce temps où, par exemple, soit il ne sera pas rémunéré, soit une prise en charge de l'hébergement de la personne aidée, par exemple, dans une structure sur une semaine. D'accord. Hein, l'aide au répit, ce n'est pas forcément une rémunération de la personne qui aide, c'est la prise en charge de la personne aidée pour soulager l'aidant. Donc, pour moi, oui. Qui décide du GIR? L'APA. L'APA. Donc là, c'est vraiment, c'est pour ça, on le dit tout à l'heure, hein, personne vieillissante directement, une fois de plus, on est lucide sur le fait que trouver le numéro de téléphone du service APA de votre ville, ce n'est pas toujours simple. Mais dans tous les cas, c'est le Conseil général, le service APA ou la MDA maintenant. C'est les deux mots-clés qu'il faut. Une bouche, elle est pénible. Les deux noms qu'il faut retenir, c'est APA ou MDA. Donc, vous mettez APA département 72, 76, peu importe, ou MDA, et voilà, il faut appeler et il faut exposer votre situation pour qu'on vous oriente vers le bon service. Alors, ça va déclencher une enquête. L'APA, en général, c'est un dossier administratif dans un premier temps qui va déclencher derrière un rendez-vous avec une assistante sociale, voire en fonction des départements, une équipe pluridisciplinaire, une infirmière, un kiné ou autre, et qui va venir au domicile pour évaluer le niveau de dépendance de la personne et du coup les besoins nécessaires pour la maintenir au domicile. Très bien. J'ai une personne qui commente en disant qu'il existe aussi l'autorisation spéciale d'absence pour s'occuper d'un parent âgé, mais c'est limité par l'État. C'est peut-être spécifique aux fonctionnaires, je ne sais pas. Répétez, je n'ai pas bien compris. L'autorisation spéciale d'absence pour s'occuper d'un parent malade âgé, mais c'est limité a priori dans le temps par l'État.
congé de présence parentale, c'est limité dans le temps, déjà d'une, d'office. Le congé de solidarité familiale aussi. Le congé proche aidant, non. Après, avoir les autres dispositifs spécifiques fonction publique, mais oui, en général, de toute façon, c'est limité dans le temps. Hein. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui dit aussi, et c'est vrai, que les collègues de travail peuvent donner Oui, anonymement un certain nombre de jours de congé oui, à leurs tout à collègues fait. aidants. Oui, ça se fait en général par accord d'entreprise. Donc, une entreprise peut mettre en place un dispositif de don de jours de solidarité, je crois, le nom est un nom spécifique. Donc, c'est un accord entre les représentants et l'entreprise et les salariés. Et à partir de là, en effet, si un collègue a connaissance un salarié est dans une difficulté, en effet, de trouver du temps pour pouvoir être présent auprès de son conjoint ou de son enfant, les collègues peuvent en effet allouer, dire OK, auprès de leur service RH, de donner des jours de congés payés. Après, il faut que ce soit quand même bien, il faut que ce soit cadré dans l'entreprise par un accord d'entreprise. Ça ne se fait pas comme ça. Non, ça dépend, oui, des administrations ou des entreprises, tout à fait. Est-ce qu'un père aidant intervenant dans des associations, structures, organismes serait en mesure de me renseigner sur les prestations aides ou il faut voir forcément avec une assistante sociale? Vous pouvez répéter? Est-ce qu'un père aidant? Oui, un père, P-A-I-R, est-ce qu'un ami qui est aussi aidant, qui intervient dans des associations, des structures ou des organismes, peut être en mesure de renseigner la personne aussi sur les prestations, les aides, ou est-ce qu'il faut absolument voir une assistante sociale? Ah oui, il peut être en mesure de le renseigner et de l'accompagner dans les démarches. Alors après, en fonction des démarches, tous les dispositifs dont on parle depuis tout à l'heure ne nécessitent pas forcément de rencontrer une assistante sociale. D'accord? Donc oui, un père aidant peut en effet accompagner, renseigner, informer, aider même à faire les démarches nécessaires. Un dossier MDPH, il n'y a pas besoin d'assistante sociale, en théorie. D'accord. Après, il peut y avoir une étude du dossier en équipe pluridisciplinaire, mais il n'y a pas de déplacement au domicile, par exemple, pour faire une évaluation de la situation, contrairement à l'APA. On est purement sur une démarche administrative dans un premier temps. Alors, je vous propose de passer aux présentations des aides dites extra-légales, voilà. Donc qui viennent en complément de ce qu'on vient de voir, donc déjà de différents dispositifs légaux. L'idée là est bien de compléter, quand un besoin financier important se fait ressentir, de compléter les aides légales. Oui, tout à fait. Donc, on le disait, alors en supposant qu'on ait réussi un petit peu à s'y retrouver et à solliciter les différents dispositifs ou aides financières officielles existantes pour soutenir la personne âgée ou la personne malade, parfois cela ne suffit pas. Ou parfois, ponctuellement, il y a un besoin supplémentaire assez imminent qui ne peut pas attendre de refaire un dossier qui va prendre 2 ou 3 mois. Donc parfois, on peut solliciter en complément de ces dispositifs, en complément ou en remplacement d'ailleurs, hein, parce que vous pouvez ne pas être éligible à certains dispositifs. Vous pouvez être soutenu ponctuellement, momentanément et de façon très individuelle pour faire face à un besoin précis. On va donner l'exemple d'une personne âgée qui a besoin d'un aménagement de sa maison et principalement, par exemple, de sa salle de bain. Donc oui, on a vu, il existe des dispositifs où on peut avoir des financements auprès de l'APA, des travaux pour aménager la salle de bain, pour mettre une douche sans seuil, pour mettre une barre dans les toilettes, des choses comme ça. Pour autant, parfois, les aides ne vont pas couvrir, ne vont pas assumer tout le coût total des travaux. Donc, on peut solliciter des organismes, des aides financières exceptionnelles supplémentaires pour aider à faire face à ces frais-là. D'accord? Les aides extralégales, là encore, c'est un sujet qui est très, très large. Alors, soit on va avoir des aides extralégales
auprès des mêmes organismes qui font des aides légales. C'est-à-dire qu'il y a des aides légales, vous remplissez telle case, vous correspondez pile poil au dispositif, c'est oui ou non, vous y avez droit, ils prennent sur l'enveloppe qui est attitrée à ce dispositif et on vous verse une aide financière. En complément, les organismes, ils ont une autre tirelire d'action sociale que parfois ils vont pouvoir utiliser pour apporter un coup de pouce supplémentaire ou pour compenser l'absence d'éligibilité au dispositif de base. On va prendre l'exemple de la CARSAT. La CARSAT, vous avez une personne qui est malade, donc tout à l'heure on le disait, elle peut prendre en charge tous vos soins d'une pathologie qui est reconnue affection longue durée. D'accord, mais pour autant, le remboursement de vos soins et de vos déplacements à vos examens médicaux, ça ne va pas forcément, par exemple, compenser les frais kilométriques importants que vous allez faire. Ça ne va pas compenser un besoin, une baisse de salaire liée à votre arrêt maladie et qui va entraîner des difficultés financières. Dans ce cas-là, on peut solliciter l'action sociale de la CARSAT, donc c'est une tirelire action sociale spécifique, qui va, sur argumentation, pouvoir éventuellement vous aider momentanément. Donc ça, c'est un exemple. Les dispositifs de base dont on a parlé depuis le début, la MDPH, la CARSAT, la CAF, le CCAS, tous ces organismes, la majorité ont en général tous des fonds d'action sociale, c'est-à-dire des caisses qu'on peut solliciter via des formulaires spécifiques, via des démarches précises, mais en général, il y a de l'action sociale. Donc, il faut se renseigner auprès d'eux pour savoir ce qu'il existe dans tel ou tel cas. Et encore en complément de ces organismes dits très officiels, vous pouvez avoir d'autres organismes qui vont vous aider, auxquels on a moins l'habitude de faire appel, qui seront les mutuelles, qui seront les caisses de retraite complémentaires, les différentes caisses de retraite, on le disait, les associations caritatives. Vous pouvez avoir des associations qui sont spécialisées dans telle ou telle problématique. Dernièrement, j'ai accompagné une famille qui avait un enfant avec une pathologie cardiaque lourde. Voilà, on a découvert plusieurs associations avec du soutien moral, de l'écoute, mais aussi une action sociale qu'on peut solliciter pour des frais spécifiques liés au suivi de l'enfant. Oui, alors on a aussi les grands organismes type EDF pour l'électricité, la SNCF, les différents ministères aussi, quand ils sont employeurs, qui peuvent avoir une caisse d'action sociale. Tout à fait. Les CSE également, des grosses entreprises, parfois, peuvent apporter ou mettre en place des dispositifs spécifiques, personnes aidant, problématiques de santé, des choses comme ça. Donc là, on est vraiment sur de l'extra-légal, c'est-à-dire qu'on est hors champ imposé par le législateur. Donc, c'est chaque organisme, chaque administration, chaque association, chaque département qui décide tous les ans, en général, de son règlement et de son fonctionnement, du public qu'elle va prioriser, des conditions d'accès aux aides, des modalités de demande, des plafonds, des aides possibles, etc. Donc là encore, la difficulté qui peut décourager un petit peu, c'est qu'il faut aller à la pêche aux informations. C'est-à-dire que à partir du moment où on est dans une problématique handicap, qu'on a fait le tour de la MDPH, qu'on a mis en place les dispositifs de base officiels, et ben voilà, la question c'est vers qui je me tourne pour trouver d'autres soutiens financiers. D'accord ? Donc, à partir du moment où on touche au handicap ou à la santé, on sait globalement qu'on peut toujours penser en priorité à la CARSAT, à la sécurité sociale. L'action sociale de la CARSAT, c'est l'action sociale de la sécurité sociale, de tout ce qui est problématique santé ou personnes âgées d'ailleurs, dépendance. Les mutuelles, les caisses de retraite, ça vraiment c'est les priorités en général. C'est vraiment les premiers organismes qu'on peut solliciter en disant, voilà, est-ce que vous avez un fonds d'action sociale ou une caisse d'action sociale, enfin chacun son nom, commission sanitaire et sociale, il peut y avoir différents noms, pour soutenir momentanément une personne qui, du fait de sa pathologie ou de sa problématique de santé, a besoin d'être aidée. Donc là, vraiment, la difficulté, ça va être de prendre le temps de rechercher et de contacter ces organismes pour pouvoir essayer d'être aidé.
Alors, si vous êtes dans un département qui est bien organisé, qui a mis bien au clair son site de la MDA, par exemple, la maison d'autonomie, pour certains départements, vous aurez un maximum d'informations sur ces sites. Vous aurez pas mal de vraiment la liste des associations pouvant vous aider sur telle thématique, la liste des différents intervenants à solliciter en termes d'action sociale locale, au niveau de la mairie, au niveau de la CAF. Enfin, voilà. Si vous pouvez avoir un département qui peut lister et recenser tous ces dispositifs-là. Si ce n'est pas le cas, eh ben là encore, comme tout à l'heure, hein, handicap, c'est la MDPH en priorité. Personnes âgées, c'est l'APA ou la MDA en priorité. Et après, il faut prendre son téléphone et il faut tenter de contacter les organismes qu'on vient de lister, les mutuelles, les caisses de retraite. C'est prioritairement ça. Alors justement, on a fait 2 cas pratiques, hein, un peu sur 2 typologies assez différentes de personnes qui peuvent être aidées et accompagnées par leurs proches. Un monsieur âgé atteint par la maladie d'Alzheimer et puis une jeune femme diagnostiquée schizophrène. Voilà. Alors, je vous laisse peut-être nous expliquer comment ces démarches-là se mettent en place pour ces 2 cas pratiques, encore une fois. C'est vraiment des cas typiques. Voilà, ce n'est pas des cas particuliers. Tout à fait. Donc là, on le disait, hein, l'exemple de l'aménagement du salle de bain aménagée, une fois qu'on a fait les demandes de base qui sont la MDPH avec des aides financières pour le matériel, s'il y a un reste à charge, comme on est sur de la santé, la priorité, ce sera de solliciter l'action sociale de la CARSAT. Il faut savoir qu'en France, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'avant de solliciter Pierre-Paul Jacques, on est malgré tout obligé de passer par un process, de passer par des demandes auprès des organismes qui sont attitrés, qui sont vraiment reconnus, mandatés pour traiter la problématique santé. Donc, la problématique santé, on est toujours sur la CARSAT ayant un service d'action sociale. Avant d'aller solliciter tout autre organisme, on est obligé de les solliciter. Quitte à avoir une réponse négative, si on sait très bien qu'on aura une réponse négative pour X raisons. Mais il faut faire cette démarche-là parce que sinon, vous allez perdre du temps à solliciter les autres et avoir des refus en disant bah « non, vous n'avez pas sollicité la CARSAT ». Nous, on n'interviendra qu'après. Il faut aussi comprendre qu'on est souvent ce type d'aide extra-légale. Ils apprécient qu'on soit sur un principe de cofinancement. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'essayer de solliciter le maximum de personnes pour que chaque caisse donne, entre guillemets, un petit peu moins. On est vraiment sur un plan d'action où voilà, on doit expliquer que comme c'est lié à la santé, on sollicite la CARSAT, mais qu'au vu des devis, on sait que ça risque fort de ne pas suffire, donc on sollicite d'autres organismes. Le deuxième organisme auquel on pense quand on parle santé et problématique santé, on va forcément penser à la mutuelle. Donc, on va aussi vérifier auprès de la mutuelle de la personne s'il y a une action sociale. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut appeler, il faut poser la question. Voilà, mon parent, ma mère est dans telle situation. On a une validation par l'APA du projet. On a un accord partiel de la CARSAT. Maintenant, il nous manque des fonds pour pouvoir assurer les travaux. Donc, on voudrait savoir s'il y a une caisse d'action sociale chez vous. La troisième caisse qu'en général qu'on va solliciter pour une personne âgée, c'est les caisses de retraite complémentaires. Parce que, là encore, les caisses de retraite complémentaires sont attitrées, reconnues comme les premiers interlocuteurs à devoir soutenir les retraités sur le territoire français. D'accord ? Et puis après, si par exemple, là, on est sur une problématique spécifique Alzheimer, en effet, pourquoi pas solliciter une association locale ou nationale sur la thématique. J'ai déjà vu, moi, des pathologies cancer, forcément faire appel à l'association Tous contre le cancer. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un exemple. Les deux idées principales, c'est on est sur une problématique santé, donc on sollicite en priorité les organismes qui sont reconnus comme travailler sur cette thématique. Et tant que possible, une notion de plan d'action construit avec plusieurs acteurs. J'ai une petite question. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi la différence entre la CARSAT et la CPAM ?
Alors, la CARSAT, en fait, c'est l'organisme national, mais qui va regrouper tout ce qui est les caisses vieillesse, donc l'aspect retraite, et la caisse santé, prévention, santé. D'accord. Ça chapeaute. Ça chapeaute, exactement. D'accord. CARSAT, c'est caisse d'assurance retraite et santé au travail, je crois, précisément, ça veut dire. Donc, on est vraiment et sur la retraite et sur la santé. Et localement, au niveau du département, on parle des CEPAM. D'accord. Pour la santé. Donc, notre deuxième cas, là, on est sur une personne plus jeune et salariée. Oui, tout à fait. Donc, plus jeune, pour changer, voilà, pour sortir de l'aspect retraité et APA, avec une maladie qui est diagnostiquée, qui est clairement ciblée et qui est reconnue comme handicapante au quotidien. Donc, cette personne, par exemple, du fait de sa pathologie, elle a pu trouver un emploi, un poste aménagé ou dans une entreprise adaptée où elle travaille à mi-temps. Et puis là, le Covid est arrivé. Pour X raisons, elle a été mise du coup en arrêt maladie, personne fragile, public fragile Covid-19. Et malgré les prises en charge des AMT journalières, il y a quand même eu une baisse de salaire avec une mise en danger en termes de logement. En plus du fait de la pathologie, c'est une personne qui ne gère pas forcément très bien ses comptes. En général, on est sur des multifacteurs. Donc, la personne ne gère pas très bien ses comptes, elle est perturbée par le Covid, elle se retrouve sans emploi, elle a perdu ses repères. Et du coup, voilà, le budget s'en ressent et on a un risque d'impayé de loyer, voire même on a un début d'impayé de loyer. Donc là, la MDPH ne compensera pas, par exemple, une difficulté financière liée avant tout, malgré tout, là, à un problème de gestion et une baisse de ressources liée à la maladie. La MDPH n'interviendra pas. On est sur de la maladie, donc pourquoi pas, si on peut justifier que la difficulté est liée à la baisse de salaire liée à l'arrêt maladie, on peut encore solliciter la CARSAT, puisqu'on est sur de la santé et sur l'impact de la santé sur la personne. D'accord ? Après, comme on est plus sur une thématique logement, pendant le Covid, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place d'aide exceptionnelle pour les personnes fragilisées liées au Covid, avec un impact sur le salaire et un danger éventuel par rapport au loyer ou au crédit, au paiement des crédits. Et donc, du coup, Action Logement avait mis en place une prise en charge, une aide financière exceptionnelle de 2 fois 150 € voilà, qui était allouée automatiquement aux gens qui avaient une certaine baisse de ressources. Une certaine diminution de ressources et quel que soit le montant de leur loyer. Donc ça, c'était de l'extra-légal parce que ça a été fait ponctuellement, même si ça a été fait de manière à l'échelle gouvernementale et nationale, c'est quand même de l'extra-légal dans le sens où c'était très ponctuel. Et puis au-delà, on peut encore solliciter d'autres organismes tels que la CAF ou des associations locales. Alors, Karen, là, je vois, il y a la CARSAT. Alors, on a quand même le réflexe de penser que la CARSAT, c'est pour les retraités. Voilà, donc je veux l'aborder, mais en fait, c'est aussi pour les salariés qui cotisent à la CARSAT. C'est ça. La CARSAT, on a dit caisse d'assurance retraite et santé au travail. Santé. La santé a un impact sur votre quotidien. À partir du moment où c'est la santé qui est à l'origine du problème, il faut penser CARSAT. On peut penser CARSAT. C'est la santé qui m'impose des frais supplémentaires. C'est la santé, mon problème de santé qui m'oblige à arrêter depuis 3 mois. J'ai une baisse de salaire parce que je n'ai pas de prévoyance, parce que, bref, etc. Ou alors, comme on le disait tout à l'heure, mes dépenses augmentent parce que je dois en plus changer les lunettes de mon fils ce mois-ci. Alors même avec le zéro à charge, ça n'est plus trop d'actualité, mais si on peut justifier qu'il y a une augmentation des charges liées à la santé ou une baisse des ressources liées à la santé, on peut solliciter la CARSAT. Très bien. D'accord, liée à la santé ou à la retraite. Alors, très bien, mais comment on fait concrètement? Parce qu'il y a encore beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de gens qui sont potentiellement peuvent aider financièrement la personne aidée et l'aidant, mais comment est-ce qu'on monte un dossier
pour faire ces demandes d'aide dites extra-légales, puisqu'elles ne viennent pas de soi. Oui, là, la complexité, elle est encore plus forte que tout à l'heure, parce qu'au-delà déjà de trouver les partenaires, enfin les interlocuteurs à solliciter, il y a une diversité, une multitude d'adresses, de formulaires possibles, de process possibles, etc. Donc, comment faire? Hélas, comme tout à l'heure, déjà, c'est prendre son téléphone et contacter ces organismes, ou fouiller sur Internet aussi, hein, pourquoi pas, hein. Vous êtes sur la mutuelle MGAS, voilà, vous vous renseignez directement auprès de votre mutuelle, soit sur le site, soit via le téléphone. Vous mettez action sociale, caisse de retraite, action sociale mutuelle, action sociale sécurité sociale du tel département. Vous pourrez trouver des informations. La difficulté de l'Internet, c'est que si on ne sait pas faire le tri, on peut vite être un petit peu perdu, voire même tomber aussi parfois sur des sites qui ne sont pas toujours très, je trouve, très judicieux, voire même dangereux. Donc non, la meilleure des choses, c'est de rappeler les organismes en question, donc soit la CARSAT, soit la MDPH, soit l'APA, déjà de présenter la situation. Si on est sur par exemple des projets de travaux avec des coûts importants, en général, l'APA ou la MDPH ont l'habitude, ils connaissent, ils ont leur réseau, ils ont l'habitude de voir ce type de dossier, et donc ils pourront vous orienter vers les éventuels autres dispositifs existants, si on est sur des gros projets de ce type. Si on est plus sur une demande d'aide ponctuelle, vraiment qui nécessite aussi peut-être plus de réactivité, là encore, en fonction de la problématique, si c'est lié santé, la CARSAT, et après, j'ai envie de vous dire, tentez l'assistante sociale du Conseil général, malgré tout, l'assistante sociale de la polyvalence de secteur, hein, ce sont les assistantes sociales qui sont mises à la disposition sur les départements pour toute la population. Vous pouvez leur demander. Après, elles sont moins habituées à ces thématiques précises parce qu'elles sont très souvent plus concentrées sur les problématiques RSA. Enfin, voilà, elles ont des missions prioritaires qui leur laissent moins de temps pour connaître tous ces dispositifs. Mais pourquoi pas, il faut le tenter. Et puis, de plus en plus aussi, vous allez avoir des assistantes sociales libérales, parfois. Par expérience, récemment, j'en ai rencontré plusieurs et je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'elles peuvent être un palliatif à ça, dans le sens où elles sont vraiment missionnées pour le coup pour analyser votre situation et prendre le temps justement d'aller chercher à votre place de façon fiable, de façon sûre, les bons interlocuteurs, et pourquoi pas derrière vous aider aussi à constituer les dossiers. Donc ça peut être aussi une solution. Pourquoi pas, voir s'il y a une Parce que là, du coup, ça a un coût. Par contre, ça peut avoir un coût, en effet. Ouais, ça peut avoir un coût, et à ce jour, ça n'est pas une dépense qui peut être déductible d'impôt. D'accord. Mais après, à voir, est-ce que ça peut avoir, en fonction du budget de la personne, déjà d'une, et puis si ce sont les aidants, ça peut rentrer dans les dépenses déductibles d'impôt. Enfin, en termes de pension alimentaire, les dépenses qu'on fait pour accompagner, aider une personne, soutenir une personne, en sachant que là, l'objectif premier, c'est déjà de cibler les choses. Peut-être que ces professionnels, ne serait-ce que sur une heure, sans forcément faire tous les dossiers derrière, etc., sauront cibler, sauront faire le tri, sauront juste vous donner le plan d'action principal. Après, beaucoup d'aidants, on le voit, hein, sont très autonomes, sont vraiment très acteurs des situations et sont en capacité de se saisir des informations qu'on va leur donner. Je voulais juste revenir, Karen, sur les sites internet dont vous parliez, qui peuvent être parfois prêtés à confusion, voire même des arnaques. Voilà, juste faire un petit point d'attention auprès des aidants. Hein, il y a des sites internet qui se présentent comme des agrégateurs d'aide sociale auxquels vous pourriez prétendre ou avoir droit, voilà, et qui en fait vont vous demander d'être rémunérés pour faire ces recherches avec un taux de réussite souvent un peu plus proche de l'arnaque que de la vraie aide.
Voilà. Tout à fait, ouais. Et même sans parler d'arnaque financière, je pense que moi, je m'en méfie parce que je trouve que, mais c'est comme, voilà, hein, c'est le monde sur Internet. C'est tellement d'informations et là, on est sur des enjeux où les gens cherchent vraiment, cherchent à des solutions et j'ai peur que ça contribue à l'épuisement, parce qu'une mauvaise lecture des informations, une mauvaise interprétation peut donner des faux espoirs, tout simplement, et peut faire perdre du temps, de l'énergie, voire de l'argent. Donc, c'est pour ça que malgré tout, le conseil, c'est quand même d'aller voir des organismes officiels en priorité, les CCAS, les MDPH, la MDA. J'ai conscience que ce n'est pas toujours simple, que des fois, on peut être trimballé d'un téléphone à un autre, mais on est quand même face à des gens qui sont professionnels, qui sont reconnus sur le territoire, et qui seront quand même bienveillants. Alors que, bon, voilà, le portail numérique, c'est un peu la porte ouverte à beaucoup trop d'informations sans tri et pour moi, risqué, quoi, dangereux. Je prends vraiment en compte, j'attire vraiment l'attention aussi, on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de soutien en termes de temps ou d'argent, mais les aidants familiaux, c'est aussi énormément de soutien psychologique en fait. Et tout ce qu'on est en train de décrire, hélas, ça contribue, vous l'avez dit Catherine tout à l'heure en entrée, ça contribue vraiment à un épuisement des gens. Et en ce moment, c'est vraiment accentué par une législation qui est en constante mouvance, par une accessibilité à l'information qui n'est pas simple. Et donc, l'objectif, ça serait d'arriver à trouver un interlocuteur qui limite au maximum cet épuisement. Aujourd'hui, on ne l'a pas. En théorie, on devrait avoir les MDA, les maisons départementales d'autonomie, qui devraient concentrer tout ce qui concerne le handicap, tout ce qui concerne les personnes âgées, et du coup, tous les interlocuteurs locaux, territoriaux qui pourraient accompagner un aidant. Mais dans la réalité, ça n'est pas encore le cas. Tous les départements ne sont pas équipés pareil, ne fonctionnent pas pareil, etc. etc. Donc, voilà, on ne peut être que lucide sur le fait que ça n'est malgré tout pas facile et qu'il faut de la persévérance. Et puis, il faut aussi rappeler donc, aux personnes qui nous suivent que leur employeur, hein, dans les administrations, il y a souvent une personne référente aux ressources humaines qui peut aussi prendre en compte leur situation d'aidant ou leur situation de parents d'enfants handicapés, voilà, et qui peut déjà même les accompagner du côté de leur travail, mais aussi sur un certain nombre de dispositifs spécifiques dans leur administration. Tout à fait. Et on le disait tout à l'heure, voir aussi en interne s'il existe d'autres dispositifs via le CSE, via des dons de jours, etc. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à en échanger avec le service de hiérarchie ou le service RH si ça devient trop prégnant. Rapidement, très rapidement. Une collègue une dame qui dit il y a aussi des assistantes sociales du personnel, tout à fait. Voilà. Ouais. Parler des assistantes sociales libérales, mais si vous avez une assistante sociale dans votre entreprise, il ne faut surtout pas hésiter. Là, pour le coup, les assistantes sociales du travail traitent de plus en plus d'ailleurs la thématique des parents âgés. Ça fait partie des sujets que nous abordons de plus en plus et pour lesquels, pour le coup, nous, on a du temps pour chercher les informations et la connaissance aussi du territoire et des partenaires, des interlocuteurs locaux. Donc oui, il faut les solliciter. Si vous en avez une, il faut le faire. Donc, avant de prendre les petites questions que nous avons, enfin voilà, je souhaitais juste terminer sur l'aide sociale extra-légale avec un petit échange entre Karen et puis peut-être Laurent Azoulay sur c'est quoi une commission d'action sociale, parce que c'est un peu le bout du dossier qu'on fait quand on demande une aide extra-légale. Ce sont des gens qui décident si on va pouvoir bénéficier ou non de cette aide extra-légale. Donc, est-ce que rapidement, Laurent, Karen, vous pouvez nous donner vos expériences de commission d'action sociale? Oui, en effet, je voulais juste, avant de répondre et effectivement parler un petit peu du fonctionnement qui est le nôtre côté MGS, c'était sur la question d'une personne qui a évoqué l'achat d'un fauteuil roulant, puisque c'était une question importante électrique pour lequel la MGS n'aurait pas
rembourser l'équipement électrique, c'est-à-dire à une valeur de 5 884 €. Moi, pour ma part, c'est plutôt du ressort de la sécurité sociale, c'est-à-dire que lorsque l'on dote une personne d'un appareillage important, fauteuil roulant et tout ce qui va avec, hein, l'électrique, la batterie, etc., les accessoires, tout ça, c'est pris en charge par la Sécu, je crois, à hauteur de 5 000 ou 5 500 €. Donc, peut-être que la personne confond, mais sauf si le fauteuil en question ne relève pas, je dirais, des règles de la sécurité sociale pour l'équipement de personnes en nécessité. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais pour moi, c'est plutôt du côté de la sécurité sociale, de la CEPAM, de la personne concernée pour justement bénéficier vraiment de l'appareillage nécessaire, hein. On sait, on a soi-même des connaissances ou des gens dans sa famille dans ce type-là, et c'est vraiment la sécurité sociale qui pallie ce type de besoin. Alors, effectivement, nous, pour répondre sur les commissions d'aide sociale, on a une commission d'allocation exceptionnelle qui se réunit mensuellement au niveau national. Il y a aussi chaque mois des commissions locales qui, justement, étudient des dossiers sur la base de justificatifs de revenus, d'éléments de soins, mais c'est plus orienté vers des soins de santé, c'est-à-dire une personne qui a, par exemple, un reste à charge assez important et malgré le 100% santé que vous savez sur l'optique dentaire audio, on vient abonder en apportant un montant supplémentaire pour un appareil audio qui est peut-être nécessaire, plus sophistiqué, pas pris en charge totalement. On vient effectivement apporter ce type d'aide. Donc, il n'y a pas d'aide sociale telle qu'on vient de le dire aujourd'hui avec un montant, une allocation pour une personne en difficulté économique, hein, ou pour là aussi aider son conjoint ou son père ou sa mère. Il n'y a pas ce type de dispositif parce que nous sommes assujettis par notre tutelle qui s'appelle la Banque de France à des règles très strictes d'aide. Les aides doivent être d'ordre santé, très peu social. Alors vous allez me dire, il y a des mutuelles à taille plus importante que la MGS qui peuvent le faire, mais c'est dans des fonds qui sont vraiment dédiés à cette notion-là. Donc ça, c'est la partie, je dirais, santé. On peut avoir des adhérents ou des aidants familiaux qui ont un besoin de cure, etc., où on peut exceptionnellement un petit peu apporter une aide ponctuelle, mais on ne peut pas prendre en charge la cure de cet aidant, hélas, parce que ce sont des règles que l'on ne peut pas s'appliquer et qui sont vraiment régies par le code des mutuelles et puis le code des assurances. Donc, voilà pour la partie aide sociale. Par contre, on est très sensible, pour finir, et on oriente donc nos adhérents vers un petit peu les profils comme Karen pour justement prendre le relais vers les mairies. Et nous avons un tissu en fait de sections locales qui justement permettent de donner à ces personnes qui viennent se manifester des contacts locaux pour accélérer, puisque on voit l'attribution des moyens est souvent long. Il faut monter un dossier, on l'a vu dans les pages, et tout ça, forcément, ça décontenance les gens qui sont déjà, on l'a vu, en difficulté psychologique, en fatigue, parce que c'est plusieurs heures d'aide par jour, et donc forcément, on essaie de les aider du mieux qu'on peut. Karen, sur les commissions, alors vous n'êtes pas dans les commissions, hein. Vous amenez le dossier à la commission, mais ouais. Voilà. Quelles sont les relations avec les commissions? Alors j'imagine que ça dépend des organismes, mais globalement, comment on pourrait les qualifier? Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que nous, par expérience et par pratique, on a l'habitude de solliciter certaines commissions. Alors, moi, par exemple, je suis basée sur la Sarthe, donc on connaît très bien le process de la commission d'action sociale de la CARSAT de la Sarthe, les commissions d'action sociale de la CAF, les commissions sociales des mutuelles des grosses entreprises sur lesquelles on peut travailler, des choses comme ça. Donc, chaque mutuelle, chaque caisse a son fonctionnement ou son formulaire. Le plus important, c'est que pour le coup, ces organismes-là, il n'y a pas toujours besoin de passer par une assistance sociale. Des fois, oui, des fois, non.
Donc ça, déjà, c'est pareil, ça fait partie des choses à connaître et à vérifier. Mais si on part sur une caisse d'action sociale de la retraite complémentaire, par exemple, d'un organisme de retraite complémentaire, tout à chacun peut monter ce dossier. Tout à chacun peut appeler l'action sociale, demander un formulaire et remplir le formulaire. Ce qu'il faut retenir, le plus important, c'est que la demande doit être vraiment fidèle à la réalité. Ce sont des organismes qui souvent demandent beaucoup de pièces justificatives pour des raisons de contrôle, de contrôle d'URSSAF et puis aussi tout simplement d'études approfondies des situations. Donc, demande beaucoup de pièces justificatives. Donc, ce que vous allez mettre dans le formulaire, il faut que ce soit vraiment fidèle à la réalité, au terrain. Qu'il faut après, en général, on vous demande un petit résumé de la situation et de ce que vous demandez. Toujours ciblé sur la problématique qui concerne l'organisme que vous sollicitez. Donc, une fois de plus, si on est sur une problématique santé ou retraite, santé et retraité, toujours bien préciser que c'est une personne retraitée qui a une pathologie ou un handicap, qui crée telle ou telle difficulté, bel et bien décrire les difficultés et de santé, mais aussi leur impact sur le budget et sur le comment on pense faire pour répondre à la problématique. Donc, si on est sur un problème de financement de fauteuils électriques, par exemple, en effet, il faut assurer l'organisme qu'on a fait les démarches nécessaires de base, donc les demandes de remboursement, les devis de remboursement auprès de la Sécu et de la mutuelle, prouver que du coup, il y a un reste à charge de temps et expliquer comment on pense financer le reste et quelle place prend l'aide que nous sollicitons dans ce plan d'action. Donc, on prend un fauteuil qui, pour X raisons, finalement coûte 8 000 € et dépasse le plafond de la sécurité sociale. Donc, oui, on va justifier que la sécurité sociale nous a confirmé une prise en charge de 5 000 €, que la mutuelle, éventuellement, nous confirme une prise en charge de droit aussi à hauteur de tel montant et qu'il y a un reste à charge de temps. Donc, pour ce reste à charge, nous sollicitons l'action sociale de la CARSAT ou de la mutuelle ou de la caisse de retraite complémentaire à hauteur de. Voilà, ce qui est important, c'est ça, c'est d'avoir des données qui sont vraiment fidèles à la réalité en cas de contrôle et de demande de pièces. Sinon, vous allez mettre beaucoup d'énergie pour rien. Et d'être le plus précis possible dans la description du besoin, le lien entre la problématique santé ou l'organisme qu'on sollicite et ce besoin, et puis le plan d'action, le comment on pense, en quoi l'aide que nous sollicitons va vraiment contribuer à résoudre la problématique. En général, les organismes aiment bien aussi qu'il y ait une participation de la part de la famille, c'est-à-dire toujours même un minimum, mais voilà, que la personne aussi puisse contribuer, puisse se dire qu'elle va participer à la dépense. Alors, très bien. Je vous propose, merci Karen, je vous propose de prendre les dernières questions qu'on a eues. J'ai une dame qui dit que son compagnon avec qui elle ne vit pas au quotidien peut-il demander une allocation pour s'occuper d'elle, qui est elle-même reconnue handicapée supérieure ou égale à 80%. Et oui, pour le coup, on peut être sur de la PCH, de la prestation de compensation du handicap. Il peut être rémunéré comme aidant familial via la MDPH, si c'est une personne de moins de 60 ans et qui a une reconnaissance handicapée. Il y a une personne qui dit qu'elle pense que pour les fonctionnaires, la CARSAT n'intervient pas puisqu'ils ne cotisent pas à l'assurance vieillesse. Oui, ce n'est pas la CARSAT, ça va être la CNRACL, je pense. Donc, c'est une autre caisse. Et du coup, ils ont aussi une caisse d'action sociale. Si la personne handicapée habite dans un logement social, pourrait-elle bénéficier de l'aide pour l'aménagement de la salle de bain? Oui. Comment est-ce qu'on trouve une assistante sociale libérale? Internet. Est-ce que vous avez une idée du prix? Est-ce que vous avez une idée ouais, pour tout vous dire, moi, dernièrement, j'en ai cherché sur d'autres départements et il se trouve que, heureusement, il y en a de plus en plus. Je dis heureusement parce que je suis convaincue que ça commence vraiment à pallier aux difficultés qu'on vient d'évoquer dans la jungle informatique, la jungle des législations, etc. Donc, mais non, le seul moyen, c'est Google, assistante sociale libérale sur tel territoire, et il faut chercher, et puis il faut tenter, il faut appeler. Et vous avez une idée d'un coût ou c'est trop?
C'est variable. En moyenne, on est, je pense que les moins chers, on est à peu près à 30 € de l'heure en général, de ce que j'ai entendu un petit peu. Et puis, ça peut monter à 50, 60 € de l'heure. Après, ça dépend des territoires, ça dépend. D'accord. Voilà. Mais minimum 30 € à peu près de l'heure. Alors, il y a une dame qui informe les participants que les parents d'enfants handicapés, fonctionnaires, en tant que fonctionnaire, elle avait une allocation enfant handicapé de 167 € par mois qu'il faut demander à son employeur. Ouais. C'est spécifique. Alors, il y a quelqu'un qui nous confirme que pour les personnes handicapées, il y a aussi l'AGFIP et que pour les salariés, donc ça c'est pour les salariés, pour les fonctionnaires, il y a le FIPHFP. J'ai réussi à le dire sans manger mes lettres, je suis assez fière de moi. Donc ça c'est pour les fonctionnaires. Voilà. Oui, et là on est plus sur des aides à tout ce qui est maintien dans l'emploi. D'accord. On va être vraiment quelqu'un qui a un handicap, qui du coup veut travailler, mais a besoin d'aménager son véhicule, ou a besoin d'aménager son poste de travail, ou a besoin d'appareils auditifs avec des options de kit Wi-Fi, etc., etc. Il peut y avoir des prises en charge au titre du handicap, mais sur la partie plutôt employeur, en fait, pour encourager les entreprises et faciliter le maintien au travail des personnes handicapées. Alors, je pense qu'il y a aussi des conversations entre des gens entre eux. Donc, j'essaye de... Comment se partage-t-on l'aide à apporter quand les deux enfants n'ont pas la même situation? Une sœur qui ne peut pas financer et l'autre qui peut. Comment est-ce qu'on se répartit l'aide et la demande et comment ça se passe en cas de succession? Alors, l'aide, si on parle d'aide à la rémunération, d'aide aux aidants en termes de, par exemple, de la MDPH, la prestation de compensation de handicap, qui va permettre, qui va donner une allocation à la personne handicapée pour pouvoir payer l'aidant familial, c'est nominatif. C'est-à-dire que l'aidant, il est nommé. Ça ne peut pas être Pierre-Paul Jacques, ça ne peut pas être toute la fratrie. S'il y a un enfant qui est vraiment… c'est-à-dire que quand on va faire le dossier, on va dire oui, c'est un tel qui m'aide. Donc, l'objectif, c'est que la rémunération, elle aille à telle personne. Alors, la dame dit que c'est pour de l'aide pour un hébergement, l'aide financière pour l'hébergement. J'imagine peut-être en maison de retraite ou en EHPAD. Ah bah oui, mais là, ça appartient à la personne, ça appartient pas aux enfants. C'est du budget. Là, les aides, de toute façon, elles sont versées à la personne handicapée ou à la personne âgée. D'office, c'est à cette personne ou à une tutelle ou une curatelle, s'il y a une tutelle ou une curatelle. Mais le droit, il est versé à la personne aidée. Les allocations qui peuvent potentiellement être versées à la personne aidante, et il y en a de moins en moins, c'est nominatif. Non, là, je pense que c'est le complément versé par les enfants. Est-ce que c'est plus une question juridique, du coup, je pense, est-ce que les deux enfants doivent payer la même somme ou est-ce que les compléments faits par les enfants pour payer l'EHPAD, s'il y a une sœur qui gagne plus que l'autre, est-ce qu'elle paye plus que l'autre? Ah oui, alors là, si j'ai bien compris, là, on est sur une demande, en fait, pour être simple, quand une personne est en hébergement, en maison de retraite, par exemple, en effet, si elle n'a pas assez pour payer elle-même le loyer, enfin la redevance, la quittance de son loyer tous les mois, elle peut demander l'aide personnalisée à l'autonomie hébergement. Donc, c'est-à-dire que c'est le Conseil général qui va en effet contribuer et aider à régler. Et en complément, quand il n'y a pas assez d'argent, en effet, il peut y avoir une sollicitation auprès des familles avant de faire intervenir un autre dispositif d'aide extra-légale qui s'appelle l'aide sociale aux adultes, hébergement, où là, pour le coup, l'aide sociale aux adultes n'interviendra qu'après vérification des obligés alimentaires en termes de soutien. Et ça se fait via un formulaire, étude du budget, enfin étude des ressources. Et en effet, c'est en fonction des ressources et de la solvabilité des enfants, voire des petits-enfants, que va se décider l'aide ou pas pour finaliser, pour compléter le paiement du loyer. Donc oui, tous les enfants ne sont pas soumis du coup aux mêmes obligations de participation, parce que c'est en fonction de leurs ressources. Si j'ai bien compris la question. Oui, je pense.
Eh bien, voilà, nous arrivons en fin de ce webinaire. Laurent Azoulay, est-ce que vous souhaitez conclure notre webinaire? Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est encore pour remercier la qualité des interventions, évidemment, de Karen, et puis j'ai envie de dire même la pertinence des personnes connectées, parce que c'est des questions précises, et l'intérêt d'aujourd'hui, c'était en rebond de février dernier, d'être vraiment dans des explications pratiques, dans le décodage, on le voit bien, du réseau administratif ou des procédures administratives pour qu'on puisse bénéficier d'aide. En résumé, ben, on a des devoirs en tant qu'aidants familiaux, mais on a des droits. Et là, je crois qu'ils sont suffisamment bien expliqués. Alors, c'est vrai que l'État a eu toujours un peu de retard. Si on prend un peu le côté philosophique de l'aidant familial, d'ailleurs, pourquoi familial? Puisque ça se passait le plus souvent dans la famille. On a cru, avec, comme je disais tout à l'heure, l'arrivée du côté individuel, l'individualité de l'être humain dans les années 20, 30, 40 et jusqu'à nos jours, qu'on allait un petit peu complètement exploser cette notion de famille. Ben non, aujourd'hui, on le voit bien, les statistiques le prouvent, une personne passe plusieurs jours plusieurs heures par jour à aider son proche aidant, et forcément, il faut aujourd'hui des réponses de l'État. Donc l'État a eu peut-être un petit retard. Il y a eu un déclic d'après les lectures et puis les informations dont on peut bénéficier. Dans les années 80, lorsqu'on parlait de dépendance, eh ben, l'État a pris un peu conscience que la famille supportait un poids peut-être un peu trop important vis-à-vis des aidants, et donc a commencé à mettre en place des dispositifs d'aide aux aidants, notamment, c'était on va dire les prémices. La deuxième étape qui a fait une belle prise de conscience aussi de l'État, vous savez, c'était sur la maladie d'Alzheimer dans les années 2000. Il y a eu un certain nombre d'informations, beaucoup de médiatisation du sujet. Ça a donné une belle prise de conscience de l'État pour, là aussi, abonder et puis mettre en place un certain nombre de dispositifs pour justement les aidants qui ont, on sait, des conséquences graves aussi sur leur propre santé. C'est quand même assez étonnant. On est aidant, on a des problèmes de santé, on doit soigner, les soins sont de plus en plus compliqués et chers, et les accès sont compliqués. Et puis, la personne aidée, on va même jusqu'à parfois grignoter son propre argent, ses propres deniers en tant qu'aidant pour aider, encore une fois, le cercle familial. Donc, c'est quand même étonnant, mais l'État a pris conscience, et notamment par les orientations de loi de décembre 2015, sur tout ce qui était autour du vieillissement et donc, du processus de reconnaissance justement des acteurs invisibles, comme on dit, des dents familiaux. Alors, si on continue sur le sujet un peu philosophique, c'est vrai qu'il faut remettre un petit peu l'humain autour de ça. Les mutuelles essayent avec la solidarité. Je disais tout à l'heure, les mutuelles peuvent rembourser des soins sur la base de la santé, donc parler de social, mais le code de la mutualité ne nous permet pas, hélas, d'abonder tel qu'on le voit sur des rentes ou des éléments de ce type-là. Donc, il faut juste bien comprendre ce dispositif. Et finalement, quand on sait que 60% des personnes âgées ont un contact direct avec un membre de leur famille, forcément, ça donne lieu à cette cohabitation et à cette aide que l'on évoque. J'ai noté aussi que 43% des grands-parents français vivent à moins de 9 km de leurs enfants et petits-enfants. Donc forcément, ça donne lieu à des aides ou à des situations d'aidants. Donc cette notion de famille n'est pas pour rien, et je pense qu'il faut aujourd'hui bien avoir conscience qu'il y a encore des progrès à faire par l'État. On peut espérer que dans les débats des élections présidentielles prochaines, il y ait des éléments. Alors, il y a dans les orientations sur les lois de finances, vous savez, chaque année, qui sont votées en novembre, il y a cette notion pas d'aidant, mais de santé mentale. Donc, puisque un proche aidant peut avoir aussi des difficultés mentales, de la dépression, et donc l'État va aussi renforcer l'aide mentale. Vous le savez, les mutuelles ont abondé pour la prise en charge d'aide de soins psychologiques, de séances de psychologues. Ça va devenir une loi. Donc là aussi, les mutuelles aident du mieux qu'elles peuvent les aidants, mais ne peuvent pas, hélas, fournir des aides financières, puisque, encore une fois, ce n'est pas autorisé. Moi, je voulais terminer, puisqu'on est un petit peu en débordement,
sur le point. J'avais noté une citation d'un philosophe qui enseigne encore auprès, donc, dans une faculté du côté de la Sorbonne. Il s'appelle Henri Tavoyot, qui a dit en 2012 une citation sur justement les proches, et notamment tout ce qui était lié aux proches aidants familiaux, une phrase qui peut être la conclusion et qui finalement donne tout le sens aux apports et puis au discours et de Catherine et puis de Karen, et je cite, « Si je me soucie de mes proches, je me soucie du monde, de proche en proche ». Et donc, je pense que cette citation est très profonde de ce professeur Pierre-Henri Tavoyot, de la Sorbonne, qui a dit en 2012 cette citation, et qui vient effectivement un peu apporter du sens, de l'humanité. La cellule familiale, ne l'oublions pas, on dit souvent les amis, c'est bien, mais ça ne remplace pas la famille. Donc, je pense que là, on l'a bien prouvé aujourd'hui. J'ai une autre citation qui est peut-être un peu moins profonde, un peu moins philosophique, mais par un chanteur que l'on regrette depuis une trentaine d'années, c'est Daniel Balavoine, qui disait « Mon fils, ma bataille ». Donc, quelque part, quand tout ce qui est autour, tout ce qui a trait à la famille, souvent les gens se disputent, il y a des problèmes d'héritage, il y a des procès, mais quand il faut aider ses proches, ben on est là. On est là pour aider sa mère, son père, son frère, et quelque part, on dépense sans compter. Donc, il faut que l'État poursuive sa dynamique autour, ben, évidemment, on l'espère, de postes d'assistance sociale qui, justement, sont un peu les capteurs de difficultés, sont les orientateurs, connaissent les lois, et forcément, les mutuelles peuvent s'appuyer sur les assistantes sociales et puis les tissus liés aux associations. Alors, on n'a pas parlé des associations, c'est vrai. Les associations sont des parties très prenantes dans vis-à-vis des personnes aidées pour orienter un peu comme les fonctions d'assistante sociale et puis les assistantes sociales de façon générale. Voilà, je voulais remercier en tout cas l'auditoire, et puis on espère faire un troisième sujet autour des aides aux aidants, puisque, encore une fois, c'est vraiment un sujet d'actualité. Merci en tout cas. Voilà, notre webinaire est terminé. Vous avez un petit sondage si vous voulez voilà, nous donner votre avis sur cette heure et demie que nous avons passée ensemble. Le webinaire et le support que vous avez vu défiler vous seront transmis d'ici quelques jours, une fois que nous aurons fait le petit montage du film. Donc, il sera disponible de nouveau pour visionnage. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie et puis à très bientôt. Merci.